De retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4. Vous écoutez toujours Longtemps je me suis couché de bonne heure. Thomas Fou au micro en compagnie de l'équipe des fiches du cinéma. Donc nous sommes toujours en présence de Gaël Rère, de Michael Ganam et de Nicolas Marcadet qui nous a fait le plaisir en fin de première heure de se joindre à nous. À l'instant nous écoutions Plain Song de The Cure, la sublime ouverture de Disintegration qui concluait le film de Marina 2, Tony Erdmann, présenté cette année au Festival de Cannes en compétition officielle. Et au cours de cette deuxième heure, nous reviendrons justement sur cette 69e édition du festival, qui s'est achevée le dimanche 21 mai, sur le triomphe une nouvelle fois après Le Vent se lève en 2006 de Ken Loach, avec moi, Daniel Blake, film que vous pourrez découvrir en salle très prochainement. Une compétition de haute volée, à quelques ratés près, pour un palmarès jugé décevant par certains, au vu de l'absence inexplicable ou inexpliquée de Paul Verhoeven, Kleber Mendonça Filho, Bruno Dumont ou encore précisément Marina 2. Certains de ces films sont d'ores et déjà en salle et nous leur accordons immédiatement la priorité. J'ai envie qu'on attaque par ce qui est pour moi un assez gros morceau. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Gaël. Bruno Dumont, Maloute, qui confirme donc son virage vers la comédie amorcé il y a 2 ans avec la série Petit Quinquin. Je me permets de pitcher le film, comme disent les jeunes. Nous sommes donc sur la Côte d'Opale, cher au cinéaste, au début du 19e siècle, des bourgeois en villégiature, proches de la débilité profonde, du 20e siècle, absolument. Absolument, ma langue à fourcher. Une famille de pêcheurs taiseux, des disparitions mystérieuses, une enquête policière improbable, et au casting, outre Juliette Binoche et Jean-Luc Vincent, déjà à l'affiche de Camille Claudel 1915, on retrouve cette fois Fabrice Lucchini et Valeria Bruni Tedeschi, ainsi que la révélation Raph, dans le rôle du ou de la magnifique Billy. Gaël. Alors, comment parler de Maloute sans... comment dirais-je ? C'est vrai qu'on dit, bon, alors avec Petit Quinquin, il y a un virage vers le comique, vers le burlesque de Bruno Dumont, etc. Tout à fait. Si ce n'est que là, dans Maloute, je trouve qu'il passe encore plus que dans la continuité, c'est carrément, tous les potards sont au maximum, tout est dans le rouge. Pour moi, c'est comme, tu sais, dans Star Wars, quand on part dans l'hyperespace, etc. C'est-à-dire que là... Je t'ai entendu dire une fois, oui. Cette fois-ci, Bruno Dumont a lâché les élastiques. Exactement. C'est-à-dire que là, vraiment, dans le style de jeu en particulier, c'est ce qui, à mon avis... C'est là où c'est décisif pour le spectateur, c'est quand on voit arriver la bande d'aristos, tous plus tarés les uns que les autres, etc. Là, c'est en gros, je rentre ou je rentre pas. Effectivement, je pense qu'il y en a qui restent à l'extérieur, parce que c'est tellement... c'est-à-dire que c'est une espèce de vaudeville post-apocalyptique, complètement... comment dirais-je, c'est quasiment des créatures de Jérôme Bosch, c'est-à-dire qu'on s'attendrait presque à leur voir des membres leur sortir des oreilles ou je ne sais quoi, etc. Tellement leurs corps sont cassés, sont contraints, sont tordus, bossus. Chacun de ces personnages de bourgeois est affublé, il faut le dire, d'une difformité physique, d'un boitillement, d'un défaut dans la prononciation. 1000 générations consanguines à la suite qui aboutissent à cette espèce d'absolu de l'ineptie humaine. C'est des trucs qui ne devraient même pas exister. C'est-à-dire que tu sens que leur psyché, c'est une espèce d'origami dément. Alors, papa, maman, la bonne et moi, ils ont tous couché ensemble, et sans doute le chien aussi, dans tous les sens, etc. Et ça donne ça. Ça donne une espèce de ribambelle quasi horrifique. Enfin, c'est absolument phénoménal. À côté de ça, les pêcheurs sont beaucoup plus dans l'univers de Dumont, dont on a un petit peu l'habitude. Déjà, c'est des taiseux, plutôt. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins dans l'excès, et là, on est beaucoup plus proche, effectivement, par exemple, de Petit Quinquin, où on est quand même, il y a une espèce d'infirmité, d'inadaptation, de bizarrerie, etc. Alors ils sont pas, je veux dire, c'est pas les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. C'est vraiment tout le monde est monstrueux, mais monstrueux avec violence et avec tendresse. Il y a pas c'est un film assez non pas immoral, mais amoral, un peu au-dessus. C'est un film mystique, comme tous ces films. Alors une fois le tableau posé, tu disais qu'on pouvait éventuellement se retrouver à la porte de ce film, ne pas pouvoir y entrer. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit quand on y entre ?
Alors, quand on y entre, c'est... moi, je pense qu'on peut y voir beaucoup de choses. Personnellement, j'y ai vu j'ai vu une lecture comme ça, politique immédiate, c'est-à-dire quelque chose qui préfigurait ce qui se passera peut-être à un moment donné. C'est-à-dire qui va manger l'autre en premier ? Quelque chose d'un petit peu apocalyptique au sens étymologique du mot, un dévoilement, voilà ce qui peut se passer. Alors évidemment le film est au début du XXe siècle, mais c'est on sort de la Grande Dépression, et puis là, notre Grande Dépression, on est un peu en train de se la payer maintenant, donc il y a beaucoup de points communs. Effectivement, alors Dumont, il se défend un petit peu, il dit ces personnages-là, ils sont trop bizarres pour avoir une vraie fonction sociale, c'est pas vraiment un film... Enfin, il refuserait l'éthique d'un film marxiste, etc. Bon, moi, je ne suis en pas... insistant sur le côté burlesque de cette opposition, de cette lutte des classes outrées. Moi, je suis pas d'accord avec lui du tout. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, un des boulots des marins pêcheurs, outre la pêche, c'est de transporter les bourgeois dans leurs bras pour traverser une rivière. Ah, vraiment, tu as le prolo qui porte, par exemple, la bourgeoise, qui le regarde même pas, etc. Tu as une espèce d'image extrêmement frappante de lutte de classe qui se passe de commentaires. Mais au-delà de ça, même si on refuse cette lecture ou qu'on ne la ressent pas, il y a une espèce de drôlerie, d'excès tellement extraordinaire. Lucchini, moi je n'ai jamais vu comme ça. Un tel rôle de composition, il n'y a aucun rôle qui ressemble à celui-là. Il y a l'acteur qui faisait Paul Claudel dans le film Camille Claudel 1915 que j'avais absolument adoré. Et là, il joue peut-être Alors je précise qu'il s'appelle Jean-Luc Vincent. Oui, et qu'il est issu de la troupe des Chiens de Navarre. Voilà. Donc tout se tient, comme dirait Ségolène Royal. Alors je ne voudrais pas modérer ton enthousiasme, loin de là, puisque je le partage, mais je crois qu'il y a quelqu'un d'autre sur ce plateau qui a vu le film et en qui le film a cheminé de façon plus discrète, plus souterraine. Plus lente, oui, absolument. Alors oui, moi j'ai pas beaucoup aimé en le voyant. Alors sans le détester non plus, hein, j'ai pas du tout eu de réaction de rejet. Je vois ce qu'il a d'étrange, je vois ce qu'il a surtout d'extrêmement beau plastiquement. C'est quand même là, c'est quand même assez remarquable. Après, voilà, ça m'a pas fait rire, donc du coup, ça m'a pas beaucoup passionné, parce que c'est quand même un peu un préalable, il me semble. Au Festival de Cannes, les salles qui diffusaient le film se partageaient un peu en deux familles, celles qui riaient en entendant Fabrice Lucchini dire la glycine, et ceux qui... Alors, oui. Bon, dans l'absolu, voilà, moi ça me fait pas mourir de rire, mais ça peut, je peux trouver ça curieux. Après, c'est encore une fois aussi lié à des attentes et le fait de définir le film comme une comédie, ce qui était le cas avant. Enfin, moi j'avais beaucoup entendu ça avant de le voir, et c'est le cas pour plusieurs films de Cannes, dont Tony Erdmann. C'est quand même une vraie question de savoir si on doit les définir comme des comédies et si on doit s'attendre à se taper sur les cuisses ou si on doit s'attendre à voir un ovni et être surpris par le fait que c'est drôle. Là, j'aurais préféré le voir comme ça, Maloute. J'aurais préféré me demander, me dire, est-ce que c'est drôle ? Bon. Là, en l'occurrence, voilà, bon, je trouve pas ça hilarant. Dès lors, je trouve ça, voilà, très basiquement un peu ennuyeux. T'étais pas bien luné, t'avais pas bien dormi. Peut-être, mais peut-être. Tu le reverras autrement. Non, mais alors après, c'est un film. Voilà, c'est un film, je pense, qui a un intérêt théorique. Aussi indéniable. C'est-à-dire, le fait d'en parler avec toi, ça m'a fait réfléchir dessus. Le fait de travailler là sur un bilan de Cannes, je m'aperçois quand même si c'est un des films dont il est le plus intéressant, le plus tentant de reparler dans tout ce qu'on a vu. Même si tu t'es un peu ennuyé, est-ce qu'il y a quand même des moments que je ne veux pas gâcher, divulgacher comme disent les Québécois, mais qui sont étonnants, hein, où on est un petit peu en lévitation, entre guillemets. Enfin voilà, je ne veux pas trop en dire. Il y a des moments où, au-delà de la question du rire, on est extrêmement surpris, on ne sait pas quoi penser, on se dit mais pourquoi tout d'un coup ça... Voilà, les personnages font des choses tellement inattendues, tellement... Il y a une beauté, il y a un truc un peu sidérant quand même par moment. Enfin, bon. Oui, il y a une beauté. Alors bon, on est un peu pris par le temps, on peut pas en discuter énormément.
Mais pour moi, le côté surprenant reste un peu théorique. C'est-à-dire que c'est pas, j'y vois pas des ruptures de rythme très inattendues. On est dans le contexte d'un film qui te dit regardez comme je suis bizarre. Donc qu'il se passe des choses bizarres, c'est pas très étonnant. Mais voilà. Bon, on en reparlera. Le débat n'est pas clos. Je vous propose sans transition qu'on en vienne au cinéma de Pedro Almodóvar à Julieta, plus précisément. C'est donc le retour de l'auteur au mélodrame après un détour déconcertant par la comédie. C'était en 2013 avec Les Amants Passagers, farce lourdingue qui tentait péniblement de renouer avec l'esprit de la movida. Julieta, à la quarantaine, se prépare à quitter Madrid pour s'installer au Portugal, mais lorsqu'elle croise par hasard l'ancienne meilleure amie de sa fille dont elle est sans nouvelles depuis des années, elle annule son départ et se remémore les moments tour à tour tragiques ou heureux de sa vie. Alors, les cahiers du cinéma y voient l'un des plus beaux films d'Almodóvar qui, pour Serge Kagonski dans Les Inrecuptibles, déploie les sortilèges romanesques du grand cinéma classique, même si du côté de Libération, on déplore l'écrasante machinerie du film sous la plume de Clément Guis. Je précise que c'est en salle depuis le 18 mai et je laisse la parole à Nicolas. J'ai envie de commencer par toi parce que je crois que le film t'a laissé pour le moins circonspect. Ah, qui c'est qui va encore dire du mal? Puis alors là, oui, alors celui-là par contre, il n'y a pas de séance de rattrapage, de réflexion a posteriori. Ça vraiment, moi je trouve ça extrêmement mauvais en fait. Enfin, c'est un cinéma qui ne m'intéresse pas une seconde. C'est-à-dire, j'aime pas du tout cette manière d'être. Globalement, chez Almodóvar, d'être dans une promesse de quelque chose d'ample, d'émotion, de machin, et de s'employer à n'être que dans la retenue, voilà, à tout enlever du plaisir qu'il pourrait y avoir au cinéma qu'il propose. Et là, moi, ça me fait ça régulièrement à tous ces films. Il y a un moment où je me dis, oh, j'ai envie de voir ça, quand même. J'ai envie de voir un film comme ça, et je suis frustré par le résultat. Et alors celui-là, plus que tout autre, qui je trouvais vraiment esthétiquement n'a plus l'espèce de splendeur, d'ampleur qu'il peut y avoir dans certains autres films d'Almodóvar. Il y a une esthétique que je trouve très télé, même s'il y a quelques idées de plans, même si on sent que c'est ça, mais c'est vraiment dans une version qui est rendue cheap, et un récit qui est voilà, qui est du minimalisme, mais je ne vois pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est avec une veine télénovelesque aussi, voilà, en parallèle. Même ouvertement télénovela. Alors après, du coup, quand on parle de chef-d'œuvre, le plus grand film, je ne comprends pas de quoi on parle. Je vois pas le rapport avec le film. Alors je crois que c'est Azouri, par contre, disait que Almodóvar aimait vraiment les telenovelas, et que c'était pas une caricature mais une imitation de ça. Alors why not le penser comme ça, mais et encore, parce que il n'y a pas il ne va pas, si la démarche est de faire réellement une telenovela, il ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que le récit n'est pas haletant, les scènes d'émotion n'en sont pas, donc c'est une espèce d'objet complètement fantomatique pour moi. Voilà. Donc, bon, Michael. Oui. Mais justement, j'ai l'impression que c'est un film en creux. Ce serait une telenovela en creux où il n'y a pas la grande scène de dispute, la grande scène de disparition, la mort filmée. Tout fonctionne en ellipse. Après, justement, sur la forme du film, je pense que c'est un film plus passionnant à évoquer, à débattre, parce que c'est sur le plan théorique, moi, qui m'intéresse le plus, c'est qu'on est face à le mode. On peut intéresser que par celui-là, à mon avis. Peut-être. Moi, j'ai quand même, j'ai plus apprécié le film que toi, mais effectivement, c'est un film qui joue de la frustration du spectateur. C'est un film où Almodóvar remet en cause ses acquis, refuse de faire du Almodóvar justement. Alors ça va être très coloré tout le temps. Oui, le film, la photo du film est très belle, la direction artistique est très calibrée, mais
Effectivement, on n'est pas du tout dans les tonalités de Parler avec elle. Exactement, c'est ça qui est très étrange. Et même pour une telenovela, c'est pas très éclatant. C'est un de ses films les plus emblématiques d'une certaine période, le mélodrame un peu ample. Le mélodrame familial, chouchou de la critique. Ce qui est étonnant, effectivement, c'est que ce film vienne... bon, il y a eu les Amants passagers entre, mais qui viennent après La Piel qui habito, qui jouait la carte de la bizarrerie et aussi du film théorique, c'est-à-dire que c'est un thriller, mais un thriller, on va finalement peu sentir la tension. Ce qui va être intéressant, ce qui est intéressé à Almodovar, je pense vraiment, ce sont les intentions des personnages. Et là, on revient uniquement à ça. Ce qui fait qu'effectivement, l'émotion, elle est assez étouffée. Mais... il y a un truc qui se passe avec justement Almodovar qui se dit je fais pas table rase en mode Coppola de mon cinéma, mais juste je ne veux pas faire ce que les gens attendent de moi, je ne veux pas faire ce grand mélodrame avec cette mère qui essaye de renouer avec sa fille. Je veux faire autre chose. Du coup, et en plus comme il adapte... Mais justement, ça reste une énigme pour moi, parce qu'en plus il va piocher dans 3 nouvelles de Alice Munro. La principale, c'est Silence. Le film d'ailleurs s'appelait à l'origine Silencio avant de s'appeler Giulietta. Et du coup, j'ai l'impression qu'il façonne un film un peu en forme de puzzle et d'énigme. Et la fin, que je dévoilerai pas, mais la fin justement se termine sur limite en queue de poisson. Je peux comprendre justement la réaction de certains. Il a osé, c'est n'importe quoi. Mais il y a aussi une réaction de surprise. Ah, il ose faire ça parce que ce qui vient après ne l'intéresse pas. Donc c'est pas ça le sujet. Mais c'est quoi le sujet? Et on est obligé de le repenser. Voilà, alors Nicolas évoquait justement cette question-là. Le projet d'Almodovar n'est pas de renouer avec ces grands mélodrames amples, romanesques, hein, mais du coup, c'est quoi son projet? Cette idée de film par soustraction, c'est-à-dire ça va pas chercher dans les effets trop voyants, ça va pas chercher dans les codes, les genres, ça va pas chercher dans les projets un peu trop ostensibles. Et du coup, ça procède uniquement par soustraction. Et ça ne vient pas du Antonioni pour autant. Voilà, et c'est une question qu'on avait soulevée, que tu avais soulevée plus précisément à propos d'un certain nombre de films à Cannes. Donc l'argumentaire de Michael ne te convainc toujours pas? Non, mais... C'était pour que les positions soient bien claires d'un côté et l'autre à la table. Hein. Non. Moi, je suis sûr qu'effectivement, s'il y a un intérêt à trouver à ce film, c'est en le disséquant de manière théorique. Mais voilà, moi, du coup, c'est un petit peu une imposture, il me semble. Si ça n'intéresse que... Si c'est un film qui joue de quelque chose d'extrêmement grand public pour en fait n'intéresser que les critiques de cinéma, moi je trouve qu'on se fout un peu du monde. Mais voilà. Je tiens à préciser quand même que justement sur les films sortis pendant Cannes, mis à part Café Society de Woody Allen, c'est celui qui marche le plus, justement. Ah, oui. Enfin, on restera sur cette idée, sur cette sentence définitive. Almodovar égale imposture. Je vous propose qu'on passe à un film qui n'a à peu près rien en commun avec Almodovar, ni avec Bruno Dumont d'ailleurs. Oh, il me tarde de te donner la parole, Gaël. The Neon Demon, dont nous avons écouté un extrait en tout début de première heure, un extrait de la bande originale. Pour situer le film, le personnage qu'interprète Elle Fanning, la fillette de Super 8, Twixt ou encore Somewhere, et qui depuis a bien grandi, débarque à Los Angeles avec des rêves de mannequinat plein la tête, mais trop belle, trop fraîche, trop naturelle peut-être pour ses concurrentes. La jeune femme ne tarde pas à attiser les convoitises, mais aussi les jalousies des uns et des autres. Long clip clichtonneux, symphonie kitsch ou satire acerbe du monde de la mode, les avis divergent. Ainsi, pour Mathieu Macheret dans les colonnes du Monde, The Neon Demon atteint le stade terminal du maniérisme. Je précise que c'est en salle depuis ce mercredi et je ne résiste pas à l'envie de te donner la parole, Gaël. Alors, protégez-vous. Je précise. Emballez vos meubles chez vous. Je n'ai rien de personnel contre Nicolas Winding Refn. J'avais beaucoup aimé la trilogie Pusher, le premier en particulier. Drive, bien que hystériquement surévalué, est un film noir, pop, très sympa, vachement bien fait, tout ce qu'on voudra. Enfin, la Rising m'a fait chier copieusement, mais c'est pas la question. Bronson était bien aussi d'ailleurs. Mais alors là, comment vous dire ? C'est-à-dire que y a 2 indices qui montrent que c'est un grand film. C'est que d'abord ça clignote. Et que quand même les films qui clignotent, si tu veux, ça t'indique qu'il y a une recherche de style. Enfin, c'est quelque chose qui... C'est ce qu'on appelle l'esthétique stroboscopique. C'est moderne.
Et deuxièmement, il n'y a que des longs travelling avant, comme dans Roche Mécanique. Et si ça, ce n'est pas le gage d'un grand metteur en scène, je ne sais pas ce que c'est. Donc, toute plaisanterie mise à part, c'est une espèce de grande pub de parfum, si tu veux, très chichiteuse. À la rigueur, je peux entendre le fait que dans cette espèce ce n'est absolument pas une critique du monde de la mode. Alors pour ceux qui idéaliseraient le monde de la mode en pensant que c'est super sympa et convivial, alors effectivement, oui, on peut prendre le film comme un film enfin, il dit des choses que tout le monde sait. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de 14 ou 15 ans, on peut difficilement se faire une idée. Non, je veux dire, c'est du monde de la mode particulièrement. Voilà, mais c'est un film qui hein. enfonce des portes ouvertes, c'est un milieu de cons, froid, anorexique, ça n'a aucun intérêt. Bon, ouais. Ça, si tu veux, le sujet du film en lui-même n'a aucun intérêt. Nos amis mannequins, créateurs, nos followers. Mais non, bon, enfin, son sujet, il le dit, c'est la beauté. Alors la beauté, donc il faut le croire sur parole, parce que tout est tellement froid. Donc la fille, on nous dit, elle est super belle et tout. Ouais, ok. Je trouve pas qu'il la filme. Elle n'irradie pas spécialement. C'est pas parce qu'il lui met des super maquillages et qu'il a un super chef-op, je sais pas quoi. On dirait toutes, tu sais, les mannequins d'Amar, en fait, avant qu'on leur mette les fringues, si tu veux, dans les vitrines. C'est froid comme la mort. C'est bon. Enfin, je vois pas quelle excitation rétinienne. Mais la bande originale, tu me disais tout à l'heure que tu avais particulièrement apprécié la bande originale, si tu veux, c'est-à-dire que moi, enfin, je veux dire, je serais un ascenseur, je refuserais cette musique, tu vois ce que je veux dire. Là, on a écouté un truc, c'est sympa sur 2 minutes, sur 1h30, 2 heures, tu te pends. Enfin, c'est bon. Et alors, le film, alors, t'as plein de fausses pistes. T'as Keanu Reeves qui fait le gérant de motel à Trabillaire et tout, mais ça ne deviendra rien du tout. T'as une proto scène de tribadisme qui ne donnera rien non plus, mais on n'y croit pas un seul instant. Et puis alors le comble, c'est parce que voilà, on sent qu'il veut choquer il veut être Kubrick et Lars von Trier en même temps. Il est ni l'un ni l'autre. Ouais, attention, est-ce que tu t'apprêtes à dévoiler un élément prégnant du récit ? Disons qu'il y a une scène où un personnage franchit un tabou qui est genre un des méga grands tabous de nos civilisations, etc. Moi, je suis désolé, les gens rigolent. Ils rigolent pas de malaise, ils rigolent parce qu'on n'y croit pas. C'est-à-dire que si tu as des personnages auxquels tu ne crois pas, tu peux leur mettre un orodateur dans l'anus, très bien. Tu n'es en rien dérangé. Alors, très bien, Michael, Nicolas. C'est un film creux. Mais tu te tais. C'est un film creux. Tu te tais, Michael, Nicolas. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour défendre avant qu'on fasse une petite pause musicale qui nous fera le plus grand bien et qu'on ouvre un peu la porte, qu'on fasse un petit courant d'air. Nicolas, Michael, souhaitez-vous défendre un tant soit peu pour rebondir sur ce que disait Gaël, effectivement, le sujet, c'est pas du tout le monde de la mode. Winning Refn s'en fout, clairement. Ce qui l'intéresse, effectivement, c'est la beauté, c'est le fait que la beauté soit sacralisée. Et ce personnage, en fait, pourquoi tout le monde le considère comme le personnage d'Anne Fanning, pourquoi elle est considérée comme belle d'une beauté absolue, et qui irradie tout, justement, alors qu'elle est filmée comme les autres personnages dans le film, simplement parce qu'elle est fraîche, parce qu'elle débarque, elle représente une forme d'innocence qui est dévorée par les autres personnages, en fait. Je voyais pour ma part une sorte de remake du Mulholland Drive de Lynch, enfin d'un certain nombre de... Oui, il y a des motifs. Je ne le compare pas qualitativement. Mais il y a des motifs, justement. Le personnage qui se perd justement dans ce monde quasi parallèle. Et le retournement à partir du milieu du film. Voilà. Mais je suis pas très fan. Au-delà de ça, je suis pas très fan du film. Je trouve justement que depuis Drive, en fait, Winning Refn néglige ses scénarios. Mais ce qui marchait dans Only God Forgives, qui était en plus un film tourné en mode rejet du succès de Drive, c'est-à-dire qui était un film assez mal aimable. Voilà, je ne suis pas le cinéaste de Drive, je suis le cinéaste de Pusher, de Bronson, du Guerrier silencieux, je suis à la limite de l'expérimental. Ce qui marchait dans On God Forgives, c'était cette espèce de cauchemar éveillé, effectivement, où la narration existait quand même par fine touche, qu'on le veuille ou non. Là, on ne la ressent plus du tout. Et effectivement, ce qui relève des personnages secondaires, qui sont censés amener des thématiques ou des sous-intrigues,
ça ne fonctionne pas, parce qu'ils n'existent pas assez, parce qu'ils sont introduits à la SERP. Mais pourtant, je trouve qu'il y a quelque chose qu'il arrive à faire passer. Peut-être parce que finalement, le personnage principal pour moi, c'est pas Elle Fanning, c'est l'une des mannequins, justement, qui est terrorisée par l'arrivée de Elle Fanning, qui se place comme sa supérieure et qui, en même temps, très vite perd ses moyens. Parce que elle échoue à un casting alors que l'autre est tout de suite engagé. Et donc, voilà, Elle Fanning est intronisée dans ce monde fantasmé de la mode, pas du tout réaliste, où le créateur juge ses modèles comme des objets de supermarché, et où, en fait, tout est fait pour que l'héroïne, pour que Elle Fanning se détache de la réalité, pour qu'elle devienne un objet. Nicolas, un dernier mot sur The Neon Demon. Je crois que tu n'es pas un aficionado du cinéma de Winding Refn d'une façon générale. Non plus, toujours pas. Mais, néanmoins, j'ai trouvé ça pas désagréable. Est-ce que tu arrives à te l'expliquer? À me l'expliquer, je peux expliquer. Moi, ma réaction, c'est de le prendre vraiment en cours de route comme une pure série B. Et vraiment pris comme ça, c'est-à-dire en rentrant pas du tout dans le côté satire de la mode, film brillant sur l'époque, auquel j'ose espérer il croit pas lui-même. Et ça donnait un truc qui finalement, voilà, serait une espèce de série B complètement lâchée, qui se permet d'aller assez loin y compris dans le rien, mais qui va loin dans le rien. Non, mais il y a une espèce de un certain plaisir à se laisser porter dans ce truc-là, dans effectivement cette espèce de couloir clignotant. Il y a un moment au milieu du film où, voilà, il devient quand même assez abstrait. Le film devient un peu abstrait, donc le fait de pas s'intéresser au personnage devient moins un problème. C'est une succession de scènes comme ça, de petites attractions qui s'enchaînent. Bon, voilà, moi j'ai trouvé ça pas désagréable jusqu'à la fin, où évidemment il y a l'inévitable surenchère pour marquer les esprits puis dire qui est le patron, et ça marche pas du tout. Mais bon, why not? On vous recommande donc de vous faire votre avis en salle par vous-même. Et pourquoi pas de nous envoyer votre commentaire sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas partagez votre goût et votre conviction avec nous. En ce qui nous concerne, on se retrouve juste après une courte pause musicale pour continuer à évoquer cette compétition cannoise. On se retrouve dans un instant. De retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4. Vous écoutez toujours longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Fouet micro en compagnie de l'équipe des Fiches du Cinéma, Gaël Rehr, Michael Ganam et Nicolas Marcadet. À l'instant, nous écoutions Oji, pardonnez mon accent, de Taiguara Chalarda Silva, un extrait de la bande originale pléthorique et de très bon goût de Aquarius, le deuxième long métrage du cinéaste brésilien Kleberman dans sa Filio, qui était présenté à Cannes cette année en compétition officielle. Mais comme nous vous le disions en tout début d'émission, nous nous concentrons d'abord sur les films que vous pouvez d'ores et déjà découvrir en salle. Et c'est le cas du nouveau film de Paul Verhoeven, qui est en salle depuis le 25 mai, qui s'appelle Elle, et qui est la rencontre au sommet entre Paul Verhoeven, pour son tout premier film français donc, et Isabelle Huppert. Je précise que le roman de Philippe Gian a donné lieu au film, le roman qui s'appelle O. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, oui, Gaël, et nous en présenter les enjeux? Tout à fait. Isabelle Huppert, c'est une grande bourgeoise qui a une entreprise, qui est patronne d'une entreprise qui fait des jeux vidéo. Elle vit seule, elle s'est séparée de son mec Charles Berling il y a X temps. Elle a un grand-fils, grand dadais, un peu paumé, qui vient toquer à la porte pour qu'elle se porte caution pour son appart. Enfin voilà, elle a des problèmes quoi, de nana. Pour se plaindre d'elle tout en lui tapant un peu d'argent. Voilà, c'est très un peu sadomaso les rapports qu'elle a avec son fils, comme souvent. Bon. Et si tu veux, le film démarre par... Elle est agressée. Elle est agressée chez elle. Elle est violée. Elle est violée voilà, une scène terrible, qui va être déclinée de différentes façons au cours du film. Et elle n'appelle pas la police. Alors elle va chez le médecin, elle fait dépister les MS, etc. Elle est rationnelle, mais elle n'appelle pas la police. Bon. Ce mystère va en ouvrir d'autres.
Les gens autour d'elle se demandent effectivement pourquoi elle n'a pas appelé la police, c'est bizarre, etc. Et on voit qu'elle a un rapport à la... Justement, elle ne veut pas avoir contact à nouveau avec la police. Pourquoi ? Il y a eu une histoire vraisemblablement dans sa famille assez compliquée avec la police. J'ai pas envie de trop révéler parce que c'est intéressant de voir comment le mystère se déploie. Et entre elle, les gens de son boulot et puis ses voisins dont elle fait la rencontre, etc., se tisse quelque chose d'assez vénéneux, d'assez étrange. Voilà, je pense qu'il ne faut pas trop en dire plus. Alors, personnellement, pour une fois, je sors de mon rôle de Monsieur Loyal. Je trouve le film absolument éblouissant. Qu'en avez-vous pensé, messieurs ? Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Moi, c'est un film que je trouve tout à fait réjouissant. Alors là, par rapport à comédie, pas comédie, pour le coup, moi je trouve qu'il n'y avait pas tellement cet écho sur le film, et donc on peut tout à fait apprécier le plaisir du fait que ça soit un film extrêmement drôle sur un fond d'une noirceur absolument complète. Et je trouve que voilà, c'est un film qui est sur un espèce de jeu de massacre sur la société, sur voilà, tous les personnages sont quand même un peu tarés, un peu nuls, beaucoup de choses sont remises en cause. Mais c'est un film que je trouve qui est jamais dans une démonstration de regarder comme j'y vais, quoi. Et qui fait ça avec une espèce de candeur qu'a le personnage du père aussi, qui est d'une franchise déroutante, mais très 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 charmante, très simple. Et il y a une adéquation entre le film et son personnage de ce point de vue-là. Je trouve que c'est vraiment le film, c'est un film qui peut être fait que par quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, par un mec qui a 75 ans, qui a sa carrière derrière lui, et qui pour autant en n'a pas rien à foutre, quoi. C'est pas un film du tout lâché, voilà, ou avec aucune autocensure. C'est un film très bien écrit, très tenu, je trouve pas exceptionnel dans la manière dont il est réalisé. Mais voilà, et je trouve que c'est un très grand plaisir déjà, très simplement, avant d'être un film intéressant. Tout à fait, très très grand plaisir, très drôle. Bon, vraiment, mais il y a des moments, alors que pourtant il y a un fond qui est quand même extrêmement sordide, dur, etc. On éclate de rire, vraiment à gorge déployée quand même assez fréquemment. Huppert, pour moi, je sais pas. C'est la plus grande actrice du monde. Enfin, je sais pas, je mettrais peut-être Binoche ou 2-3 autres comme ça. Pour moi, il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est-à-dire, tu te dis, s'il y a une division de Panzer qui arriverait, s'arrêterait, tu vois, devant Isabelle Huppert. Elle est ultra puissante. C'est tous les Avengers en une seule personne. Mais c'est-à-dire qu'elle a je sais pas, un regard, une présence, etc. Tu dis, c'est une arme de destruction massive, quoi. Elle me rappelait un petit peu son personnage dans Merci pour le chocolat de Chabrol. Pareil, Veuve Noire, etc. Bon, c'était un peu différent, mais je trouvais très très bon film de Chabrol aussi. Pareil, une espèce de candeur qui est capable du pire, mais c'est comme ça, c'est pas grave, c'est normal, etc. Et donc en fait, dans ce monde qui est complètement... mais qui est pas irréaliste, hein. C'est simplement des gens médiocres, merdiques, comme on peut l'être fréquemment dans la vie, etc. Mais elle, qui est assez amorale, elle trace sa route, elle fait on pourrait estimer que c'est très très douteux ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, etc. Mais on ne peut pas lui en vouloir. J'aurais une réserve, c'est que je trouve que la première partie du film est exceptionnel et splendide. C'est-à-dire que là, vraiment, Verhoeven, il se fait complètement oublier. Et sa mise en scène est uniquement centrée sur son personnage, sur les enjeux, etc. À aucun moment, il fait le malin. Et pourtant, moi, je trouve que c'est assez fin. Il s'est fait oublier, si je puis me permettre, un petit peu comme ce chat sur lequel s'ouvre le film et qui se contente d'observer la séquence d'agression. Oui, mais qui n'en pense pas moins. Le rôle du chat, effectivement, je pense, fera couler beaucoup d'encre. La deuxième partie du film, pour moi, me convainc moins. C'est-à-dire, je trouve que ça tire un peu en longueur. Le scénario, on sent qu'il s'est...
on sait pas trop quoi faire de ces personnages, c'est-à-dire que ça redevient assez prosaïque, alors que toute la première partie, c'est vraiment, il y a vraiment un mystère qui se déploie, et quand les choses sont sues, bah, c'est moins intéressant. Voilà. Donc je suis un peu mitigé sur la deuxième partie du film. Mais vraiment... Si ce n'est que c'est intéressant d'aller au-delà comme ça, à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de faux suspense sur qui est le violeur, etc. Et qui est complètement... qui est éventé très tôt, avant voilà, même qui est éventé très tôt, mais qui est même... textuellement délivré. Voilà, même après que la scène de révélation, etc. sur le film continue. Ce qui est quand même encore une preuve de liberté du film qui est assez agréable. Ce qui est passionnant, c'est... Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle dit ça? C'est ça qui est magnifique, c'est pour ça que Huppert, c'est pour ça que c'est vraiment l'actrice chabrolienne par excellence. Pourquoi elle fait ça? C'est-à-dire que elle est où? Elle est pas complètement d'ici. Ça boxe vraiment dans une autre pourquoi sphère, fait-elle ce qu'elle fait? Et surtout, pourquoi ne fait-elle pas certaines choses? Mais oui. Et qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ne va-t-elle pas porter plainte? Exactement. Et puis à un moment, il y a certaines scènes. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Est-ce qu'elle tend un piège? Est-ce qu'elle est premier degré dans ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est sadique? Est-ce que c'est un réflexe de victime? C'est impossible. Elle a une espèce d'opacité qui est magnétique. Et c'est, comme tu disais, c'est vraiment un film qui est réjouissant, qui est méchant, mais comme on aime chez Verhoeven, quoi. Et mais ce qui est bien, c'est que ce personnage, on n'a pas besoin de savoir quelles sont ses motivations. Non, il y a une telle fascination et puis empathie. Voilà, on n'est pas besoin d'être dans l'analyse psychologique. Et les rapports avec son fils et sa jeune, très jeune femme, copine, qui est complètement givrée, et puis le gamin, on dira pas, mais enfin, il y a des trucs tellement... tu te pinces, quoi, par moment, tu dis... Putain, enfin, je sais pas. C'est à la fois très sombre, un peu, même dérangeant, enfin, genre, puisque quand même ça touche au viol et tout, c'est quand même, peut-être ça peut choquer certaines personnes, enfin la façon dont elle gère, si tu veux, cette agression, etc. Mais il y a il y a un sentiment de liberté et de force. Huppert, tu la sens, enfin, elle écrase tout le monde. Ouais, on peut difficilement imaginer le film sans Huppert. Ce qu'avoue Paul Verhoeven lui-même, d'ailleurs. Donc, je vous rappelle que le film est en salle depuis le 25 mai. Michael, je crois que c'est toi qui me délivrais cette information sans te demander un chiffre précis, mais le film fonctionne très bien en salle, ça cartonne. Il fonctionne quasiment autant que le Dumont, je crois, oui. On est sorti un peu après. Bon, donc on vous le recommande chaudement. On referme provisoirement cette petite parenthèse cannoise et on en vient donc sans transition au moment tant attendu de l'extrait mystère que les autres rédactions s'arrachent. Gaël, tu vas nous faire écouter un extrait d'un film ressorti récemment. Alors oui, n'en dis rien en salle. D'accord. Et comme toujours, il s'agira pour nous de tâcher d'identifier le film en question avant que tu nous en dises un mot. Est-ce que tu souhaites, avant qu'on découvre l'extrait, faire une déclaration, nous donner un indice? Parce que vous avez toujours tout trouvé mes extraits, ça m'a beaucoup énervé cette année. Non, on n'a pas trouvé le dernier. Donc c'était quoi le dernier, je me rappelle même. Chris Marker. Ouais, bon, mais là, ok. Non, là, je vous ai pris de court, etc. Bon. Alors. Et c'était pas un film de fiction en plus, c'est difficile. Alors, c'est donc un film de fiction. C'est un film de fiction, ce n'est pas un film français, et c'est un film du tout début des années 90. Donc il y a un doublage français. Oui, c'est doublé. C'est assez pointu, mais je pense qu'il y a au moins une personne qui pourrait connaître. D'accord. Alors, je propose qu'on écoute l'extrait, on se retrouve tout de suite après. Bonsoir. Ici Robert Campbell. Écoutons l'enregistrement. Alors, vieux schnock, comment vas-tu, vieille carcasse puante, ballonnée, putrifiée? Il me semble que vous avez le même problème. Le mur du silence. Mais quel silence? Bien, il y a 4 espèces de silence. Le silence littéral, allégorique, moral et divin. Et mettre ensemble, ou plutôt harmoniser ces 4 espèces de silence, c'est plus que difficile, c'est quasi impossible. Quand on marque un but après, c'est l'harmonie, tu me suis? Et là, ça arrive 163 fois dans une vie, et puis on meurt. Ça, c'est le plus important. Le plus important. Tu vois ça? Salaud. Tu sais ce que j'aimerais te faire? J'aimerais chier une belle crotte bien chaude. Ça serait le pied, ouais. Intéressant, non?
Ne manquez pas la suite, je vous reviens dans un moment. Très bien, alors, qui a une piste, une idée Oh, bah, quand Nicolas, même. Michael. Non. Pas du tout. Qu'est-ce que ça J'ai vous même pas évoque bien compris ce qu'on entendait en fait. Enfin, non, Est-ce vraiment. qu'il s'agirait d'un pastiche de programme télévisé, de quelque Non, chose de... Je dis ça à cause du non. petit jingle à la fin. Oui, enfin si, dans le film, il y a un côté faux journal, etc. D'accord, donc il y a un travail sur cette Ouais, forme-là. et c'est plutôt un film de genre. Film de genre. Un film de genre, ouais. Michael. Bah, je cherche, mais là... Tout début des années 90. Tout début des années 90. Est-ce que tu peux nous donner un indice? Le réalisateur n'a fait que 2 films, qui sont 2 longs métrages. Très bien. Bah, ça resserre, mais... C'est un américain. Ouais. Il est mort après ou il est... Je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'il est On ne sait devenu. pas, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut avoir un autre indice? Je sens qu'il Waouh, va y avoir des silences à non, l'antenne. c'est chaud, sinon, là. Pourquoi tu l'as choisi? Parce qu'il ressort là, Il ressort. fin août. Enfin, je raconterai un petit peu. Et disons que c'est un auteur qu'on redécouvre depuis très très peu de temps, 4-5 ans, qui a une espèce de petit culte sur Internet. Mais c'est très récent. Et c'est un auteur américain qui a fait que deux films. Ah, Bah, écoutez, je je crois suis que pas là, en on état va... là Alors pour là, trouver. Putain, j'étais sûr qu'il y aurait encore quelqu'un Bon, qui bah, on me- est désolé de te décevoir. Que De deux quoi films. s'agit-il, Ouais. Gaël? Éclaire-nous. Les enfants cannibales. Mais bien sûr. Vous n'avez pas entendu parler des enfants cannibales Qu'est-ce à dire, Melout? de Walter Akram Jr. bien sûr. Non, mais personne ne connaît. Alors, c'est un auteur, enfin, bon, je dis ça, mais je ne connaissais pas l'année dernière, il faut non plus exagérer. Il est né en 61, et alors, d'un père allemand, aveugle et accordeur de piano, et sa mère a été la première femme grutière des États-Unis. Ça n'a aucun intérêt pour son cinéma, mais je trouve que c'est rigolo. Il fait des études littéraires, etc. Il commence à voir sur Virginia Woolf, et puis ça l'emmerde, il arrête, etc. Et il dit c'est le cinéma que je veux faire, etc. Et son premier job dans le cinéma, après avoir fait plein de petits boulots, machin et tout, il a été second assistant opérateur sur Mafia Salad de Brian De Palma. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Non plus. Wise Guys, le titre en américain avec Danny DeVito, en 86. Je ne connaissais pas ce film. Mafia Salad, genre, ça mériterait quand même d'être découvert. Et il réalise un premier court-métrage la même année, intitulé Naughty Naughty Anne Frank, qui va renier ensuite, dont il détruira la copie, donc je peux même pas vous dire de quoi ça parle. Ensuite, il essaie en vain de trouver un producteur pour un projet de comédie musicale adapté de nouvelles de Virginia Woolf, mais évidemment ça ne marche pas, donc il abandonne le projet. Et alors là, c'est là où moi je trouve c'est complètement rocambolesque, c'est-à-dire que pour trouver les fonds pour son premier long métrage, il va s'orienter vers le film pour adultes. Vers le cinéma pour adultes. Bon. Et comme... C'est un faux. Tu l'as inventé en fait. C'est un... Non. Tu vas voir. Il est... Enfin bon... Oui, bon, alors, il s'oriente vers le cinéma pour adultes, et comme son père est allemand, si tu veux, il s'oriente vers la production allemande, il parle la langue, et c'est un marché, bon, il trouve sa place, etc. Et, en 1989, alors qu'il va tourner une comédie bavaroise, enfin un truc, bon, sous pseudo, évidemment, le mur de Berlin tombe. Et il fait partie des tout premiers à filmer les tout premiers coups de pioche du mur de Berlin. Donc il revend les images à différentes chaînes américaines. C'est ce qui lui permet de financer son tout premier film. Soldiers and Sissies, qui est un film politique, si tu veux, d'après l'affaire Iran-Contra, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu l'histoire Reagan, etc., qui fera un flop complet, qui sortira en VHS, je ne sais même plus le titre, Grabuge, qui est complètement introuvable aujourd'hui, qui sort en France en 93, quelque chose comme ça. Et dans la foulée, il fait son deuxième film, The Naked Guerrilla, qui a pour titre Les enfants cannibales, qui est une sortie vraiment... C'est donc l'extrait que nous avons entendu. C'est l'extrait de ça. Alors c'est un film qui est... Enfin, il faut voir ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est l'histoire, c'est l'ascension d'un chirurgien dentiste dans une loge maçonnique, et qui va découvrir, si tu veux, un monde qui est aristocratique, décadent, et qui tire les ficelles
de tous les scandales contemporains, etc. Alors on apprend si tu veux, c'est des révélations. C'est une espèce de film un peu à la Ken Russell, complotiste, très bizarre, etc. Donc on apprend que Reagan aime s'habiller en écolière et qu'il sait à peine lire. On apprend que Jean-Paul II a une liaison avec un lombric. On apprend que l'ayatollah Khomeini est fan de Abba et se nourrit de mucus de porc. On apprend que les bulles de coca proviennent de flatulences de poux de corps qu'on y noie. Et que la mayonnaise industrielle est faite à base de pus de Panari issus de dispensaires pour vétérans en fin de vie. Enfin, c'est que des... évidemment, tout ça est complètement truculent, etc. C'est un film de genre. Truculent, oui, c'est le mot. Et alors, ça a été évidemment un beat complet. Et alors, la copie ressort non restaurée, mais avec les 2 fameuses scènes, si tu veux, mythiques, dont je ne savais pas si elles étaient réelles ou pas, c'est-à-dire la scène de Charles Manson chez le proctologue, et puis la scène de l'opération chirurgie esthétique de Gandhi, qui existe réellement. Voilà. Donc bon, depuis il a complètement disparu de la circulation. Aucun autre film. Mais certains lui attribuent ce fameux web documentaire qui est sorti il y a 2 ans sur la vie nocturne dans les backrooms de l'État islamique, qui s'appelait Salafist Fucking, qui a beaucoup tourné à un moment donné, qui est aujourd'hui introuvable. Mais bon. Donc c'est un auteur à redécouvrir. Ça sort le 24 août, je crois, au Fauvette. Moi, je pense ça vaut le coup. Très bien, Gaël. Je propose pour terminer cette émission qu'on mette un petit coup de projecteur sur des films qui étaient présentés à Cannes cette année, sans tenir compte du fait qu'il s'agit de la compétition officielle, de la sélection officielle, de films présentés hors compétition. Il y a des films qui vont sortir, on ne sera pas présent à la radio ni en juillet ni en août. On fait ce soir la dernière émission de la saison grâce à l'amabilité et à la confiance de Francis. Et donc il y a des films qui vont sortir encore, des films présentés à Cannes en juin, en juillet, en août, et on voudrait vous les recommander. On n'aura peut-être pas l'occasion de vous en reparler d'ici là. Et je voudrais que tu nous dises un mot, Michael. Oui. Du nouveau film du coréen Naong-jin, absolument, oui, l'auteur de The Chaser et de The Murderer, autour d'un village frappé par une série de meurtres, entre polar, comédie, fantastique, un film qui s'amuse donc à brouiller les pistes, et ça s'appelle, comme tu viens de le dire, The Strangers, et vous pourrez le découvrir en salle à partir du 6 juillet. Tout à fait. Tu disais polar, comédie, fantastique. Ouais, fantastique, horreur, film de possession et d'exorcisme. Simultanément ou successivement. Voilà. Naong-jin jongle avec tout, et sous couvert effectivement d'une simple enquête qui déraperait dans le fantastique religieux. En fait, ce que nous raconte le cinéaste, c'est encore une forme de xénophobie, une haine de l'autre, et en particulier du japonais, dans la Corée du Sud contemporaine. Tout tourne autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a une série de meurtres. Donc, s'il y a des meurtres, il y a un assassin. Si les meurtres sont commandités de la même façon, c'est un serial killer. Près du village, il y a un japonais qui s'est installé. Donc, ça va être lui potentiellement. Et un autre détail, effectivement, de genre qu'exploite Naong-jin, c'est le film de contamination, qui est très à la mode en Corée du Sud. Et effectivement, comme tous les meurtres sont a priori commis par des gens qui assassinent leur entourage avant de mourir d'une maladie. Là, on dérape dans le fantastique, et j'en dévoilerai pas plus, mais du coup, notre gentil flic pas très malin, qui a suffisamment de soucis avec sa femme et sa fille, il se retrouve à soupçonner automatiquement, parce que c'est comme ça, il soupçonne tout de suite le japonais, qui est forcément un peu louche, parce qu'il est vieux, il est marginal, il est dans son coin, et puis il a un hôtel très étrange, dédié à... on ne sait pas à quoi, mais c'est pas très rassurant tout ça. Et le film arrive à être assez drôle. Naong-jin jongle vraiment avec les tons et arrive à surprendre, justement, même si le film est peut-être un peu trop long. Comme les deux précédents, on passe la barre des 2h30. Exactement. Il arrive quand même à poser un univers, à proposer une vision et à nous embarquer. Donc on vous le recommande en salle à partir du 6 juillet, un divertissement copieux, généreux et surtout
étonnant. Je voudrais qu'on finisse cette émission sur un film, curieusement, qui ne sortira que le 28 septembre. Mais je voudrais qu'on puisse d'ores et déjà se préparer un petit peu à sa beauté, prendre quelques munitions. Je veux parler du splendide nouveau film du Brésilien Kleber Mendonça Filho, l'un des grands oubliés du palmarès. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Nicolas. On vous en reparlera bien sûr plus en détail à la rentrée. Est-ce que tu peux d'ores et déjà nous en dire un mot, Nicolas? Je précise que c'est de la bande originale de Aquarius, qui était tirée de la chanson que nous avons écoutée tout à l'heure. Oui, qui est la chanson du générique, un magnifique générique. Absolument. Où on sait qu'on est au cinéma, et ça aussi, ça fait du bien. C'est donc le deuxième film de Kleber Mendonça Filho, et donc après Les Bruits de Recife, qui était un somptueux premier film, et là, ça confirme que du coup c'est bien un auteur qu'on va aimer, et donc c'est une chouette nouvelle, et c'est un film qui raconte l'affrontement entre une femme d'une 60aine d'années qui a survécu à un cancer, qui vit seule maintenant dans une résidence. Qui est une figure militante, oui, reconnue, voilà, qui a un passé ouais, et qui est seule. Donc ses enfants sont partis, son mari, je ne sais pas s'il est mort ou s'il s'est barré, mais bon, enfin, en tout cas, elle est seule dans une résidence dont les appartements ont été progressivement rachetés les uns après les autres par une espèce de société immobilière qui veut reconstruire un truc plus moderne, et donc donc ils essayent de racheter son appartement à elle, et donc c'est la lutte entre cette femme et un espèce de personnages assez immondes, mais très bien cerné sur ce que c'est. Très contemporain, voilà, très de notre temps, un vrai héros de notre temps, un petit peu onctueux, voilà, qui est un jeune homme qui joue de son côté enfantin, qui est très déférent et qui est en même temps complètement carnassier. Et voilà, donc c'est l'opposition d'un monde contre un autre, d'un monde qui est dans la beauté, qui est dans l'intelligence, qui est dans la culture, contre un monde qui est dans le pognon et guère plus. Ce qui peut être quelque chose d'un peu schématique, mais qui néanmoins fait toujours plaisir, n'en est pas moins vrai. Et voilà, moi je trouve que c'est un film qui, pour moi c'est le film qui reprend le relais à ce titre-là de films qu'on a beaucoup défendus ici, que ce soit L'Institutrice, Les Mille et Une Nuits, Holly Motors. C'est des films qui sont en opposition à l'époque, mais avec les armes de la beauté plus que celle du militantisme ou du discours. Voilà, et donc c'est un film qui montre par l'exemple que c'est mieux d'être du côté de la beauté, et c'est un film extrêmement beau, extrêmement inventif. Il y a une scène que j'adore, enfin le prologue, il y a un prologue qui se passe dans les années 80 qui montre cette femme au moment où elle sort de son cancer, et il y a une scène qui est belle à plus d'un titre d'anniversaire comme ça, mais où il y a cette idée qu'on fête l'anniversaire d'une espèce de vieille tante de la famille, qu'un personnage qu'on ne reverra plus jamais. Le mari de l'héroïne, qu'on ne reverra plus jamais non plus, fait un discours pour fêter ça, et pendant ce discours on voit les pensées de cette femme, et les pensées de cette femme c'est des souvenirs érotiques avec son mari, c'est une scène de cul comme ça, et voilà, ça vient de nulle part, ça ne va nulle part, mais je trouve que c'est une idée formidable, et le film il a cette liberté là. Après il n'est pas
sans doute pas entièrement tenu sur toute sa durée, il a un peu des temps morts, il a une construction un peu bizarre, mais chaque fois il se reprend, il repart sur quelque chose qui est stimulant, qui est beau, qui est intelligent, donc voilà, on en reparlera, mais c'est on en reparlera à guetter. Chaque fois que ce sera possible et ou nécessaire, nous vous dirons la beauté de ce film qui donc sera en salle le 28 septembre prochain. Messieurs, merci, nous arrivons donc au terme de cette émission, c'était comme je vous le disais tout à l'heure la dernière de la saison, mais nous nous retrouverons à la rentrée prochaine. Nous embrassons bien fort l'ami Francis Gavel qui n'était pas présent ce soir mais qui nous aura peut-être écouté depuis le festival du film d'animation d'Annecy où il se rend tous les ans très religieusement, et nous le remercions pour sa confiance. Quant à vous chers auditeurs, nous vous souhaitons pour l'été du repos, du soleil et pourquoi pas du progrès social. On se quitte en musique évidemment et sur un classique, le Kiss de Prince, disparu le 21 avril, idéal pour accompagner les premiers beaux jours, pardon. Et en plus vous pouvez toujours le dédier à l'élu de votre cœur. On vous conseille l'enchaînement Kiss Purple Rain, je pense que c'est assez efficace, ça devrait vous valoir une soirée plutôt sympathique. C'était donc Longtemps je me suis couché de bonne heure, une émission proposée par Francis Gavel, présentée par Thomas Fouet et réalisée par Erwan Charton. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Bonne soirée et à très très bientôt.